L'Afrique refuse désormais la peur. Le texte dit à Emmanuel Macron que les avertissements diplomatiques, les visas, l'aide ou la coopération n'impressionnent plus parce qu'un peuple qui n'a plus peur de perdre des faveurs devient ingouvernable de l'extérieur et qu'il ne rejette pas l'Europe mais l'arrogance, ni la coopération mais la soumission déguisée. Il suggère aussi que la monnaie, la sécurité et les décisions restent liées à des mécanismes d'influence plus sophistiqués. Il ne frappe plus, il conditionne. Que change ce ton si Ibrahim Traoré l'endosse publiquement? Cette séquence promet une lecture structurée d'un discours qui ne demande ni aide ni négociation, mais qui cherche à clore une époque politique précise, celle où la relation France-Afrique était organisée autour de la peur, de la dépendance et d'un langage paternaliste. L'enjeu pour le public est clair, comprendre en 10 à 12 minutes comment un texte de confrontation symbolique peut produire des effets concrets sur la souveraineté monétaire, la sécurité, les alliances internationales et la légitimité politique des dirigeants africains, sans ajouter de faits extérieurs au contenu source. À travers cette analyse, le spectateur identifie ce qui relève de la rhétorique, ce qui relève d'un diagnostic structurel et ce qui constitue un signal adressé autant à Paris qu'aux élites africaines elles-mêmes. Le discours, souvent attribué à Ibrahim Traoré dans l'espace public, sert ici de révélateur. Il expose les mécanismes invisibles de la France-Afrique, les justifications qui les maintiennent et la fracture psychologique qui apparaît lorsque la peur cesse d'opérer. La question implicite reste ouverte. S'agit-il d'un moment isolé ou d'un basculement durable des rapports de force? En moins d'une minute de lecture, le texte répète plus de 10 fois l'idée centrale que la peur ne fonctionne plus comme levier politique, et c'est précisément cette insistance qui constitue le cœur du propos. Dès l'ouverture, le discours affirme que la France n'est plus en position d'intimider par les sanctions, les visas ou l'aide, parce que les peuples africains estiment avoir déjà perdu l'essentiel, à l'exception de leur dignité, ce qui inverse le rapport psychologique décrit tout au long du propos. Le contexte posé ensuite est celui d'une relation historique structurée par un langage d'autorité comparé à celui d'un maître face à un élève, où les rappels à l'ordre, les conseils conditionnés et les sanctions déguisées formaient un système cohérent. Le texte ne nie pas l'existence d'infrastructures, d'administration ou d'investissement, mais il en redéfinit la fonction, servir l'extraction, le contrôle et la stabilisation d'intérêts extérieurs plutôt que l'autonomie réelle des sociétés concernées. À ce stade, le discours introduit un pivot conceptuel essentiel. La France-Afrique n'aurait pas disparu, elle aurait simplement changé de forme. Elle ne frapperait plus directement, elle conditionnerait, elle ne menacerait plus frontalement, elle encadrerait par la monnaie, la sécurité et les attentes économiques. Cette transformation est présentée comme plus sophistiquée mais non moins contraignante. C'est dans ce cadre que la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un symbole, non d'un homme providentiel, mais d'une parole qui ose nommer cette continuité, là où d'autres la nient ou la minimisent. Le texte insiste alors sur un point rarement formulé aussi explicitement. Un système qui perd son contrôle psychologique est déjà fragilisé, même si ses structures formelles demeurent. La promesse implicite devient plus claire. Si la peur s'effondre, que reste-t-il pour maintenir l'ancien équilibre? Le texte utilise un procédé de guidage clair. Il ne s'appuie pas sur une biographie détaillée, mais sur une posture incarnée qui permet au public de suivre les effets immédiats d'un changement de ton. Le personnage n'est pas construit comme un héros individuel, mais comme un point de cristallisation d'un discours déjà présent dans les sociétés africaines, en particulier chez les jeunes générations. Les premiers impacts évoqués ne sont ni institutionnels ni juridiques, mais symboliques. Le discours affirme que l'appel de l'Élysée ne fait plus trembler, que la menace diplomatique ne produit plus l'obéissance automatique et que l'idée même de devoir rassurer Paris devient contestable. Cette rupture symbolique est présentée comme un déclencheur. Lorsqu'un président africain parle sans précaution oratoire excessive, d'autres acteurs, dits médias, citoyens, élites locales, se sentent autorisés à reprendre le même registre.
Un exemple discret apparaît alors en filigrane, celui de la jeunesse africaine décrite comme informée, connectée, capable de comparer les discours et les pratiques. Le texte suggère que cette jeunesse ne craint plus l'isolement international, mais la soumission durable, et que cette hiérarchie des peurs modifie profondément les équilibres politiques internes. Dans cette séquence, la figure associée à Ibrahim Traoré fonctionne comme un miroir. Elle renvoie aux dirigeants africains leur propre silence, leur compromis à nocturne et leur double langage. L'impact précoce n'est donc pas seulement externe vis-à-vis de la France, mais interne en exposant les incohérences locales. Le message est simple et lourd de conséquences. Sans peur, le système perd son ressort principal. À ce moment, dans le texte source, est formulé sans détour. Il ne s'agit plus de demander ni de négocier, mais de déclarer la fin d'une époque. Cette ouverture marque une rupture volontaire avec les codes diplomatiques habituels, faits de prudence lexicale et d'ambiguïté calculée. Le discours annonce que les menaces implicites, les avertissements feutrés et les rappels à l'ordre n'ont plus d'effet parce que la peur qu'ils mobilisaient s'est déplacée. Avant ce moment, la relation décrite reposait sur une mécanique connue. Les sanctions étaient présentées comme des conseils, l'aide comme une faveur conditionnelle, la coopération comme un levier de discipline. La France parlait, l'Afrique expliquait, justifiait, rassurait. Le texte insiste sur ce « avant » pour souligner que l'obéissance ne provenait pas seulement de la contrainte matérielle, mais d'un réflexe intériorisé, entretenu par des décennies de hiérarchie symbolique. Le point de bascule intervient lorsque cette hiérarchie est explicitement refusée. Le discours affirme que l'Afrique n'est plus une salle de classe coloniale et que Paris n'est plus l'instituteur des destinées africaines. Cette formule n'est pas anodine, elle condense un renversement de rôle et expose le cœur du conflit. À partir de là, les instruments classiques, visa, aide, coopération militaire, sont redéfinis non comme des menaces crédibles, mais comme des outils qui ont déjà montré leurs limites. C'est à ce moment précis que la figure d'Ibrahim Traoré prend une place centrale dans la séquence narrative. Il n'est pas présenté comme l'origine de la rupture, mais comme celui qui accepte d'en assumer publiquement les conséquences symboliques. Le texte suggère que dire non n'est plus l'acte le plus risqué. Le plus risqué serait désormais de continuer à faire semblant. Ce glissement transforme la prise de parole en événement politique, même sans décision immédiate. Les répliques décrites ensuite sont multiples et imbriquées. À l'extérieur, le discours anticipe une réaction française marquée par la difficulté psychologique à accepter la perte de centralité. Il affirme que la France hésite pendant que l'Afrique avance et que cette hésitation coûte plus cher que l'adaptation. À l'intérieur, le texte pointe les élites africaines qui maintiennent le système par confort, signant la dépendance la nuit après avoir proclamé la souveraineté le jour. Enfin, les répliques s'étendent à la jeunesse et aux sociétés civiles. Le discours appelle à ne pas sacraliser les dirigeants, à ne pas chercher d'hommes providentiels et à organiser une pression citoyenne disciplinée. Cette dernière étape montre que la rupture ne vise pas seulement l'ancien centre de pouvoir, mais aussi les relais locaux qui en assurent la continuité. La ligne des événements s'achève sur une idée forte. Lorsque la peur cesse d'organiser le présent, l'ancien ordre entre en inertie, même s'il continue à fonctionner en apparence. Au début, le système décrit repose sur 3 piliers clairement nommés. À l'arrivée, l'un d'eux est présenté comme en train de s'effondrer et ce delta structure toute l'argumentation. La France-Afrique fonctionne selon le texte sur un pilier économique qui contrôle les leviers essentiels, un pilier politique qui influence les décideurs et un pilier psychologique qui maintient la peur comme instrument central de stabilité. Cette tripartition n'est pas une métaphore floue, elle sert de grille de lecture répétée et cohérente. Un premier élément concerne l'économie. Le discours ne donne pas de chiffres financiers, mais il fournit un marqueur mesurable, le contrôle de la monnaie. Un pays qui ne contrôle pas sa monnaie n'est pas pleinement souverain, affirme le texte, et cette affirmation revient comme un axiome. La monnaie est présentée non comme un outil neutre de stabilité, mais comme une laisse économique qui limite l'investissement local et verrouille les choix macroéconomiques.
Le passage du discours insiste sur la contradiction entre la promesse de discipline et la persistance de la pauvreté, établissant un écart clair entre l'objectif affiché et le résultat observé. Un autre élément concerne la sécurité. Là encore, le texte s'appuie sur une comparaison avant-après. Avant, la présence militaire étrangère était justifiée comme une garantie de paix. Après, elle est requalifiée comme une dépendance armée, incapable de produire une souveraineté réelle. Le discours pose une question simple mais structurante. À qui profite une sécurité qui ne libère pas la décision politique ? Cette reformulation transforme un fait accepté en variable contestée, ce qui constitue un changement mesurable de cadre d'analyse. Un dernier élément central concerne la dimension psychologique. Le texte répète à plusieurs reprises que la peur a longtemps été l'arme principale du système. La nouveauté, le delta, est formulé de manière binaire. La peur change de camp, puis elle disparaît. Ce basculement est présenté comme un seuil critique. Lorsque la jeunesse africaine préfère le risque de l'isolement à celui de la soumission, le pilier psychologique cesse de remplir sa fonction. Même sans chiffres, la répétition de ce constat agit comme un indicateur qualitatif fort. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré s'insère de façon stratégique. Sa mention n'apporte pas de données supplémentaires, mais elle sert de point de calibration politique. Un dirigeant qui parle sans craindre les conséquences symbolise la perte d'efficacité du levier psychologique. Le texte ne mesure pas l'impact en pourcentage, mais il en décrit les conditions d'émergence avec précision. La preuve centrale est donc cumulative. 3 piliers identifiés, un pilier psychologique fragilisé et une conséquence logique. Un système peut conserver ses structures visibles tout en perdant son moteur principal. La quantification n'est pas numérique, elle est structurelle et elle permet de comprendre pourquoi le discours insiste autant sur la peur plutôt que sur les sanctions elles-mêmes. La question qui suit devient inévitable. Que reste-t-il d'un système lorsque son principal ressort cesse de fonctionner ? Une première critique souligne que le discours surestime sa portée réelle. Selon cette lecture, les structures économiques, monétaires et sécuritaires demeurent en place et un changement de ton, aussi ferme soit-il, ne suffit pas à modifier des dépendances construites sur des décennies. La coopération militaire, les mécanismes financiers et les réseaux diplomatiques continueraient de fonctionner selon leur logique propre, indépendamment d'une déclaration symbolique. Dans cette perspective, le texte relèverait davantage d'une posture politique que d'un levier de transformation effective. Une autre critique avance que la rupture décrite pourrait produire des effets contre-productifs. En contestant frontalement les cadres existants, les dirigeants africains risqueraient l'isolement, la réduction de l'aide ou des tensions accrues sans disposer immédiatement d'alternatives solides. Cette lecture met en avant la prudence stratégique. Maintenir des relations imparfaites serait préférable à une rupture qui exposerait les économies locales à des chocs difficiles à absorber. Le pragmatisme ici est présenté comme une nécessité plutôt que comme une complaisance. La réponse du texte ne nie pas ces risques, mais elle les requalifie. D'abord, il affirme que les structures visibles peuvent survivre quelque temps sans leur fondement psychologique, mais qu'elles deviennent progressivement inopérantes lorsque l'obéissance n'est plus intériorisée. Ensuite, il renverse l'argument du coût. Selon le discours, le prix de la soumission prolongée, pauvreté chronique, dépendance monétaire, insécurité durable est déjà payé et souvent plus lourd que celui de l'affirmation politique. Surtout, le texte introduit une distinction clé entre rupture brutale et rupture morale. Il ne propose pas de couper les liens, mais de refuser la domination déguisée en partenariat. Cette nuance permet de répondre à l'accusation d'irresponsabilité. Il ne s'agit pas d'abandonner toute coopération, mais de redéfinir les termes sur une base d'égalité réelle. Enfin, le discours étend la responsabilité au-delà des acteurs extérieurs. Il souligne que sans cohérence interne, sans discipline et sans contrôle citoyen, aucune souveraineté proclamée ne peut durer. La transformation n'est donc pas présentée comme automatique, mais conditionnelle à des choix politiques et sociaux continus. La tension demeure volontairement ouverte. Le danger n'est pas ignoré. Il est assumé comme le prix d'un changement de cadre. La peur ne commande plus.
Ce point médian resserre tout le propos autour d'un constat unique. Le système décrit ne s'effondre pas par confrontation directe, mais par perte d'adhésion intérieure. Le discours affirme que la domination la plus efficace n'a jamais été militaire ni économique, mais psychologique, et que lorsque cette dimension se dissipe, les autres piliers deviennent instables. Cette idée n'est pas nouvelle en théorie, mais elle est ici formulée sans détour et répétée comme un avertissement stratégique. Le texte insiste sur un changement de regard. Ce qui paraissait auparavant incontournable devient négociable et ce qui semblait risqué devient acceptable. Les sanctions, la pression diplomatique ou l'isolement symbolique ne sont plus perçus comme des horizons indépassables, mais comme des coups parmi d'autres. Cette requalification modifie profondément la prise de décision politique. C'est dans cette faille que la référence à Ibrahim Traoré prend tout son sens. Il n'est pas présenté comme celui qui crée la rupture, mais comme celui qui révèle publiquement qu'elle a déjà commencé dans les consciences. Le texte suggère que ce type de parole ne convainc pas par persuasion, mais par reconnaissance. Beaucoup s'y reconnaissent parce qu'ils pensent déjà de cette manière. Le Midpoint Reveal n'annonce donc pas un effondrement immédiat, mais une irréversibilité lente. Une fois que la peur cesse d'être crédible, elle ne peut plus être restaurée artificiellement. Le reste du discours découle de cette bascule silencieuse. À partir du constat central, le texte déroule des conséquences concrètes en changeant d'échelle, groupe par groupe, afin de montrer que la fin de la peur n'est pas une abstraction idéologique, mais un facteur qui reconfigure des comportements réels. Pour les États, la première conséquence concerne la décision politique. Le discours affirme que lorsque la menace extérieure ne structure plus les choix, les dirigeants sont contraints d'assumer leurs décisions devant leur propre société. La référence répétée à la monnaie, à la sécurité et aux alliances montre que la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une responsabilité coûteuse. Le texte suggère que l'autonomie expose davantage, mais qu'elle rend aussi les décisions plus lisibles et plus cohérentes parce qu'elles ne peuvent plus être justifiées par des pressions invisibles venues de l'extérieur. Pour les entreprises et les économies locales, l'effet décrit est indirect mais central. Le texte soutient que tant que les leviers monétaires et financiers restent conditionnés, l'investissement local demeure étouffé. La conséquence de la rupture psychologique est donc une possibilité nouvelle, celle de penser l'économie à partir des besoins internes plutôt qu'à partir de la rassurance d'intérêts extérieurs. Il ne s'agit pas d'un miracle économique annoncé, mais d'un déplacement du centre de gravité des décisions. Pour les citoyens, et en particulier pour la jeunesse, l'impact est formulé en termes de dignité et de projection. Le discours décrit des diplômes sans débouchés, des talents sans horizon et une énergie sociale fragmentée par l'ethnie, la religion ou le parti. La conséquence du basculement est un changement d'exigence. Lorsque la peur disparaît, la patience cesse d'être une vertu et devient une contrainte insupportable. Le texte appelle alors à l'organisation, à la pression citoyenne disciplinée et au refus de la colère désordonnée, présentée comme facilement manipulable. Pour la région et les équilibres géopolitiques, la conséquence est présentée comme cumulative. Le discours affirme que l'Afrique n'est plus isolée, qu'elle dispose de plusieurs directions possibles, de capitaux multiples et de tribunes diverses. Dans ce cadre, l'idée d'un centre unique de décision perd de sa pertinence. Ce déplacement n'est pas présenté comme une menace, mais comme un fait historique. C'est dans cette lecture globale que la figure d'Ibrahim Traoré est rappelée comme point de convergence symbolique. Sa parole cristallise ses conséquences sans les créer à elle seule. Le texte insiste sur une idée simple. Lorsque plusieurs groupes cessent simultanément d'avoir peur, le système qui reposait sur cette peur entre dans une phase de transformation irréversible. La question devient alors pratique et non plus théorique. Comment gérer ce changement sans recréer à l'intérieur les mécanismes de domination rejetés à l'extérieur ? À partir de ce point, le texte permet d'esquisser 3 trajectoires possibles à court et moyen terme sans leur attribuer de probabilité chiffrée, mais en les reliant directement aux choix évoqués dans le discours. Une première trajectoire possible repose sur une adaptation progressive. Dans cette configuration, la France accepte partiellement le changement de ton sans remettre en cause l'ensemble de ses mécanismes d'influence. Les relations continuent, mais deviennent plus transactionnelles, moins enveloppées de discours moralisateurs.
peur. Pour les États africains, cela signifie une marge de manœuvre légèrement élargie, mais toujours contrainte par les cadres monétaires et sécuritaires existants. Le discours analysé suggère que ce scénario est stable à court terme, mais fragile car il ne traite pas la question centrale de la souveraineté réelle. Une trajectoire plus favorable suppose une reconnaissance explicite du monde multipolaire décrit dans le texte. La coopération se ferait alors sur une base d'égalité assumée, avec une réduction des conditionnalités, une redéfinition des présences militaires et une acceptation des choix africains, même lorsqu'ils ne rassurent pas Paris. Dans ce cadre, la parole portée par Ibrahim Traoré ne serait plus perçue comme une provocation, mais comme un signal d'ajustement nécessaire. Le texte suggère que cette option permettrait de préserver l'influence française sous une forme renouvelée, moins intrusive et plus durable. Une trajectoire plus risquée correspond à un refus du basculement psychologique. La France s'accrocherait à des réflexes anciens, multiplierait les pressions et chercherait des relais locaux pour maintenir l'ordre existant. Le discours prévient que cette stratégie aurait un coût croissant, perte de crédibilité, défiance accrue des sociétés civiles et renforcement de l'idée que l'ancien centre refuse de voir la réalité telle qu'elle est. Dans ce cas, la rupture ne serait pas choisie, mais subie. La recommandation implicite du texte n'est pas stratégique au sens technique, mais mentale. Il invite à cesser de raisonner en termes de permission et de validation extérieure pour accepter que toute souveraineté implique des coûts, des critiques et des tensions. La vraie question n'est pas d'éviter ces conséquences, mais de choisir lesquelles sont jugées acceptables. Le discours laisse ainsi le lecteur face à une alternative simple, accompagner un monde qui change ou tenter de retenir un ordre qui s'éloigne déjà. À ce stade, le discours cesse d'être uniquement une analyse géopolitique pour toucher directement le spectateur en fonction de sa position sociale, professionnelle ou citoyenne. Le texte suggère que la fin de la peur comme principe organisateur modifie aussi les attentes individuelles et pas seulement les stratégies d'État. Pour un citoyen engagé, l'impact principal réside dans le déplacement de la responsabilité. Le discours affirme que l'on ne peut plus dénoncer l'ingérence extérieure tout en tolérant la corruption, l'exclusion ou la gouvernance par la peur à l'intérieur. La souveraineté est décrite comme une éthique du pouvoir, ce qui implique vigilance, cohérence et exigence constante vis-à-vis des dirigeants. Le spectateur est invité à ne plus confondre radicalité et chaos et à privilégier une pression citoyenne organisée plutôt qu'une colère dispersée. Pour un acteur économique ou professionnel, le texte agit comme un signal d'alerte et d'opportunité. Il rappelle que l'absence de souveraineté monétaire et décisionnelle limite l'investissement local et l'innovation, mais il suggère aussi que la reconfiguration en cours ouvre des espaces nouveaux. Le message n'est pas celui d'une promesse rapide, mais d'un changement de cadre. Penser l'activité à partir des besoins internes devient progressivement plus légitime que de chercher en permanence la validation extérieure. Pour un jeune spectateur, enfin, l'impact est formulé en termes de projection. Le discours décrit des diplômes sans débouché et une patience devenue stérile, puis oppose à cette impasse une exigence d'organisation, de discipline et de solidarité. Il ne propose pas de figure salvatrice, mais une responsabilité collective, surveiller le pouvoir, exiger des comptes et refuser la fragmentation. Deux suggestions simples émergent en filigrane. D'abord, interroger systématiquement les discours de souveraineté à l'aune des actes concrets. Ensuite, privilégier l'organisation durable plutôt que l'indignation éphémère. La question laissée au spectateur est directe. Quel rôle choisir dans un système qui ne peut plus se cacher derrière la peur ? Le texte esquisse une feuille de route implicite qui ne promet pas de résultats immédiats, mais qui fixe des critères d'action et de cohérence. D'abord, cela concerne les dirigeants politiques. Il leur est demandé d'assumer publiquement leurs choix sans chercher à les justifier par des pressions extérieures. Gouverner selon le discours consiste à trancher lorsque l'injustice devient structurelle et à accepter les coûts politiques associés à cette décision. La mesure de cette étape n'est pas électorale, mais comportementale. Moins de double langage, plus de clarté dans les alliances et les orientations économiques. Ensuite, cela vise les institutions. Le texte insiste sur la nécessité de renforcer les capacités internes plutôt que de dépendre de dispositifs conditionnés. Cela passe par une maîtrise accrue des leviers économiques, une réévaluation des cadres monétaires
et une redéfinition des dispositifs de sécurité. Le critère de mesure proposé est simple. Une décision est-elle prise pour répondre à un besoin interne identifié ou pour rassurer un acteur extérieur ? Puis cela concerne les élites administratives et économiques africaines, souvent désignées comme des relais du système. Le discours leur adresse une injonction claire, choisir entre le confort de la gestion et le risque de la transformation. Ici, la mesure est éthique, cohérence entre les discours publics et les pratiques privées. Enfin, cela s'adresse directement aux citoyens et à la jeunesse. Le texte appelle à l'organisation, à la vigilance permanente et au refus de la sacralisation des dirigeants. La pression citoyenne doit être continue, structurée et disciplinée. Son efficacité se mesure à la capacité de produire des contre-pouvoirs durables plutôt qu'à des mobilisations ponctuelles. Dans cette feuille de route, la référence à Ibrahim Traoré fonctionne comme un repère narratif. Elle rappelle que l'exemplarité n'est pas une garantie, mais un point de départ observé et jugé par les sociétés. L'ensemble converge vers une idée mesurable. La souveraineté n'est crédible que lorsqu'elle se traduit par des actes vérifiables, répétés et assumés dans le temps. Le discours revient alors à son motif central, celui de la dignité, comme fil conducteur, non pas abstrait mais vécu. Il rappelle que la domination ne disparaît jamais seule et qu'elle s'appuie toujours sur des relais, des habitudes et des silences. En refermant la boucle, le texte souligne que la vraie rupture ne se joue pas uniquement dans la relation avec Paris, mais dans la capacité des sociétés africaines à refuser les arrangements confortables qui prolongent un système injuste. Le rappel est volontairement inconfortable. Il affirme que l'histoire ne juge pas les intentions, mais les actes posés lorsque le rapport de force change. Les discours élégants, les sommets et les protocoles s'effacent, tandis que demeurent les choix assumés ou évités. Cette perspective donne aux propos une tonalité grave, presque comptable. Chacun sera évalué à l'aune de ce qu'il aura accepté de transformer ou de préserver. C'est dans ce cadre que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît comme un écho, non comme une fin. Elle renvoie à une question plus large. Être du bon côté de l'histoire ne signifie pas être applaudi, mais comprendre son temps avant qu'il ne se referme. Le texte insiste sur ce point sans emphase. Ne pas comprendre son époque n'est pas une faute morale, c'est une erreur stratégique durable. Une idée s'impose, un système qui refuse d'évoluer finit par devenir obsolète, non par la colère, mais par le réel. La conclusion invite à sortir du registre de l'adhésion ou du rejet immédiat pour entrer dans celui de la réflexion collective. Le texte ne demande pas de choisir un camp, ni de sacraliser une figure ou un discours, mais d'observer lucidement un mouvement déjà engagé. Il suggère que la véritable fracture ne se situe pas entre la France et l'Afrique, mais entre deux manières de concevoir le pouvoir, l'une fondée sur la peur et la dépendance, l'autre sur l'égalité assumée et la responsabilité partagée. Dans cette perspective, la parole associée à Ibrahim Traoré n'est ni un modèle à copier, ni une vérité définitive. Elle agit plutôt comme un révélateur, un signal qui oblige chacun à clarifier sa position, qu'il soit dirigeant, citoyen, acteur économique ou simple observateur. Le texte rappelle que la souveraineté n'est jamais acquise une fois pour toutes et qu'elle exige une vigilance constante pour ne pas être confisquée ou détournée. La question finale reste volontairement ouverte et engageante. Dans un monde où la peur ne structure plus l'obéissance, quels critères devraient désormais fonder des relations réellement équilibrées entre États, sociétés et partenaires internationaux ?